démasqué, jugé. Boulevard. On est de retour dans leur CV. Mon nom est Pascal, je suis avec vous jusqu'à 11h. Puis je vous l'ai dit, on va s'écorcher un peu ce matin avec notre chroniqueur habituel du lundi, Frédéric Bérard, qui est au bout du fil, mais je pense qu'il est un peu plus loin qu'à l'habitude. Salut Fred. Salut Pascal. T'es où là? Là, je suis à Boca Raton, dans le sud de la Floride, avec vue sur la mer, palmier, sable, et j'ai une pensée pour toi à Québec. Oui, il y en a qui vont raccrocher en t'entendant, j'ai l'impression. Là, ils vont se dire, voyons, lui, à matin, le lundi, pendant que nous, on travaille, qui fait gris, qui fait pas beau. Et je vais te le dire, le max qu'on va avoir aujourd'hui, nous, on est autour de 11 degrés. Alors, c'est super confortable. On a 8 en ce moment à Québec. 8. Je vais étirer ça encore un peu alors. Oui, prends ton temps. Amuse-toi bien. Je sais que tu travailles extrêmement fort. Tu es avocat, tu es chroniqueur, tu es auteur. On te parle le plus souvent qu'on peut le lundi parce qu'il y a bien des sujets sur lesquels tu es capable de commenter puis de nous éclairer. Puis aujourd'hui, ça me faisait rire parce que quand tu m'as proposé quelque chose, il a fallu que j'aille lire encore plus là, sur le dit sujet parce que c'est comme si on essaie d'éviter certains sujets. On est dosé de ce qui est comme négatif, de ce qui est difficile ces temps-ci. Je ne sais pas si je suis la seule. Là. Les auditeurs, vous pouvez le dire 88 971 1021 ou encore sur Twitch. Mais on est un peu dosé collectivement. Puis en même temps, c'est super important de faire le tour. Toi, c'était-tu pour ça que tu es parti dans la Floride que l'on connaît? Non. Écoute, ça aurait pu être une des raisons. Oui, effectivement, le climat est un peu morose. Mais non, comme tu dis, je suis avocat, je suis associé dans un bureau qui s'appelle GBM Avocat. Et puis, on avait une retraite d'associés tout le week-end. Et puis, j'ai tellement aimé ça ici que j'ai dit à mes associés, je vous laisse retourner au Québec. Je reste. Et puis, on verra quand est-ce que je reviens. Bon, prends ton temps. Je sais que t'es le genre de gars à dépenser seulement 3 $ par jour. Honnêtement, c'est même pas sarcastique pour survivre tant que t'as la température puis t'as du travail parce que t'es un workaholic. Mais là, je vais t'amener sur un autre sujet. Sûrement pas discuté lors de votre lac à l'épaule pour GVM, mais le budget de l'an 1 du Parti québécois, ça a fait jaser un peu à la fin de la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que ça concerne les gens qui nous écoutent, Frédéric? Écoute, c'est quand même assez important comme sujet. Là, c'est sûr que le Parti québécois a seulement 4 députés, qui sont plus bas, son plus bas total de l'histoire. Mais reste qu'ils ont un talent pour les communications. Moi, ça, je leur donne ça, là, Bérubé, Plamondon et compagnie. Ils sont capables de monopoliser une partie de l'actualité, même s'ils sont seulement 4 députés. Et là, on sait qu'aujourd'hui, ils vont déposer ce qu'on appelle le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Ça, c'est pas la première fois que l'exercice se fait. Ça s'est fait à plusieurs reprises. La plupart des chefs du PQ l'ont fait ici et là dans l'histoire. Mais Frédéric, je t'arrête 30 secondes. De déposer ça, c'est pas un peu se tirer dans le pied? Parce que, je veux dire, premièrement, on n'a pas eu le temps d'éplucher tout ce qu'il fallait. Puis d'avoir un budget de gens qui souhaitent se séparer du pays, il me semble, dans le contexte actuel, ça peut être quand même plus un élément négatif à présenter aux futurs électeurs. Oui, c'est ça. Puis là, on verra ce qui en sort. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils disent, ou qu'ils vont se dire plutôt que selon leur prédiction, le Québec irait chercher 8 milliards s'il était indépendant en termes d'effacement des dédoublements avec le fédéral. Sauf que le fédéral offre actuellement, puis c'est constitutionnalisé, ce qu'on appelle la péréquation, c'est 13 milliards pour le Québec. Donc, si on fait un calcul, là, 13 moins 8, ça veut dire quand même moins 5 milliards. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est un exercice de relations publiques. Ce qu'ils essaient de dire, c'est écoutez, vous pouvez voter pour nous à la prochaine élection. On va faire un référendum sur l'indépendance. Vous voyez, selon nos estimations d'analystes souvent indépendants, c'est un mauvais jeu de mots, le Québec est viable de façon indépendante. En d'autres termes, on essaie vraiment d'attirer l'électeur. Tu as raison de dire qu'il y a nécessairement du négatif qui risque d'être occulté dans l'exercice. Ça me semble assez évident. On fait absolument toujours ça. Mais reste que moi, tu vois, Pascal, là-dessus, on ne sera peut-être pas d'accord, puis tant mieux. Je suis content d'en entendre parler. Pas que nécessairement je voterai oui demain matin, mais dans l'optique, il y en a plusieurs qui disent ce sont de vieux débats. C'est vrai, mais tu sais, quand t'es québécois, c'est un peuple de 8 millions de francophones, plus 1 million d'anglophones, mais 8 millions de franco à l'échelle occidentale, en fait, à l'échelle nord-américaine plutôt. Tu dis,
franchement, d'avoir ces discussions-là, c'est sain. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire, ah ben oui, regardons ça, on peut pas, on doit prendre ça comme étant, comment je te dirais, une espèce de bon Dieu sans confession. Ouais. Non, évidemment, C'est il va pas y avoir coulé des dans le discussions. béton non plus, là. Mais tu sais, exact. Mais pour moi, d'avoir une discussion intelligente là-dessus, je trouve ça pas mal plus intéressant que de jaser de drag queen et de toilette. Oh mon Dieu, à ça, mon je suis avis, là. 100% d'accord. Puis une des parties importantes en politique en ce moment, c'est bien l'économie. Ça l'a toujours été, mais on s'entend. Puis les Québécois Mhm. ont souvent voté là, pour tout ce qui est projet économique d'un parti. Puis au Canada, c'est la Exact. même chose. Là. C'est souvent le point 1. Ce qui touche à nos poches, je veux dire, nous intéresse. Là. Je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me surprend en ce moment, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, puis tu sais, le commentaire rentre par texto déjà. Quelqu'un dit ce serait un excellent politicien s'il n'était pas souverainiste. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pour la personne qu'il est, pour ce qu'il est en train de construire avec son parti, les gens qu'il a recrutés. On l'a reçu souvent ici à Boulevard 1021 pour lui donner la parole, entre autres dans l'élection partielle de Jean Talon. Puis c'est comme si le côté souverainiste était tout le temps mis de côté, parce que c'était pas le point principal. Puis il l'a dit lui-même, tu sais, en ondes, il a dit je comprends qu'il y a des gens qui ont voté pour nous puis qui ne sont pas souverainistes. On comprend que c'est pas l'enjeu principal en ce moment. Fait que c'est là où je me dis pourquoi présenter ce type de budget-là? C'est-tu pour satisfaire leur électorat acquis par le souverainisme, puis peut-être, prendre la chance que certains décrochent? Mhm. Ben, ta question est super pertinente. Honnêtement, moi, ma compréhension de tout ça, c'est qu'ils veulent vider cette question-là avant la prochaine élection. En d'autres termes, disant, regardez, nous, on a mis on a divulgué notre plateforme, on vous a dit ce qu'on ferait avec ça. Ils ont parlé ou ils vont parler, en fait, d'une monnaie québécoise, d'une armée québécoise. Ça, tu vois, ça aussi, ça pourrait être discuté puis même critiqué. L'armée québécoise, c'est bien le fun, c'est bien cute, là. Mais tu peux pas me dire, ah ben, on efface les dépenses fédérales, puis après ça, on repart à zéro. Je veux dire, l'armée québécoise va bien falloir la payer, hein. Ultimement, ça coûte très, très cher, une armée, on le sait. Donc, en d'autres termes, comme je te disais, le budget, moi, je vais en prendre, puis je vais en laisser. Mais pour répondre plus précisément à ta question, je pense qu'ils veulent vider ces questions-là et arriver dans l'électorat en 2026 en disant, on vous a déjà parlé de tout ça, notre posture est claire, voici. Puis c'est une manière aussi, je pense, on le voit bien parce qu'on en parle, toi et moi, de ramener ces questions-là dans l'actualité, rendre à nouveau l'indépendance intéressante, entre guillemets, comme sujet, ce qui n'était pas le cas pendant très, très longtemps. Hein. On sait, Pauline Marois ne voulait pas vraiment parler, Jean-François Lisée non plus. Là, le pari de Saint-Pierre-Plamondon, c'est celui-ci. C'est que je vais vous parler de souveraineté. Si vous votez pour nous en 2026, il y aura un référendum sur l'indépendance du Québec. Il n'y a pas de cachette là-dessus. Et là, évidemment, là, les gens décideront ce qu'ils souhaitent faire. Mais pour l'instant, je te dirais que le pari, c'est un peu le pari qu'il a fait à la dernière élection. C'est-à-dire, moi, je vais parler d'indépendance comme chef du PQ, et adviendra ce qui arrivera. Mais j'aime ça entendre, par contre, le point, puis je vais finir le sujet là-dessus, parce que souvent, aux élections, le mur idéologique habituel du PQ bloque des votes, là. Mais là, de dire, on va en parler d'avance, on va aller satisfaire une strate de notre électorat, puis aux élections, on ne mettra pas ça en lumière, je trouve que c'est une stratégie de communication intéressante. Peut-être que c'est ça, on va aller combler là, en ce moment et rassurer des gens qui souhaitent qu'on soit toujours un parti séparatiste et qu'on mette ça de l'avant. Il n'a jamais dit qu'il ne l'était pas. Il n'a jamais dit que ce n'était pas dans des points du parti. Mais peut-être que de parler de ça avant les élections, pas trop en parler puis mettre la lumière là-dessus aux élections, c'est une stratégie. Je trouve ça intéressant comme façon de voir les choses. Moi, tout ce qui est communication politique m'intéresse beaucoup. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas autre chose. Puis tu vois, moi, j'ai un certain respect. Tu sais, Plamondon, là, on s'entend, il est devenu souverainiste là, à dernière seconde. Ce gars-là, c'est un trudeauiste à l'os. Moi, je sais, j'ai travaillé avec lui chez Stackman Media. Il n'était pas souverainiste du tout, du tout. Il est devenu souverainiste quand le poste de chef du PQ s'est libéré, quand Pierre-Carl Palladreau est parti. La preuve, c'est que 2 mois avant, il y avait... Tu trouves que c'est opportuniste? OK, attends un peu, là, on va faire du pouce là-dessus. Tu vois ça comme quelque chose d'opportuniste? Non, attends. Plamondon est peut-être devenu souverainiste, ça, c'est bien possible. Là-dessus, je le crois. OK. Mais il est devenu souverainiste la première fois. Écoute, il a sorti un livre qui s'appelle Orphelin politique. Il a créé un mouvement qui s'appelle Orphelin politique à la suite du livre, je pense, en avril 2016, un truc comme ça. Il disait que les souverainistes étaient essentiellement des schizophrènes, puis blablabla, puis on a assez perdu de temps avec cette question-là.
Et là, 2 mois plus tard, pas 20 ans plus tard, 2 fois plus tard, Pierre Pellado annonce son départ du PQ. Et là, tout à coup, Plamondon se présente au PQ. Il est devenu souverainiste comme par magie. Ah, ben là, je m'en quand veux. même la vie, parfois. Là, je m'en veux, puis tu me permettras mon doute habituel, là, tu me connais. Il va falloir que je me renseigne là-dessus. Le livre, est-ce qu'il a été brûlé? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a fait un feu de camp à Saint-Jean avec ça? Il se trouve-tu encore? As-tu encore une copie? Moi, j'en ai pas de copie comme telle, mais si tu regardes, puis il y a la partie dont je te parle sur les schizophrènes existe. Là, va sur le web, il y a eu des captures d'écran, évidemment. Puis ça, c'est dit, comprends-moi bien, Plamondon a le droit d'avoir changé d'idée, puis il a le droit d'être absolument souverainiste aujourd'hui et d'être absolument sincère là-dessus. Ça, c'est correct. Mais par contre, il est devenu souverainiste quand il y a une job qui s'est libérée comme chef du PQ. Ça, c'est la vérité, il ne peut pas le nier. Bon. Et tout pour le reste, honnêtement, je le répète, tout le monde a le droit de changer d'idée. Je trouve qu'il a changé d'idée très, très, très rapidement entre la publication de son livre et le poste vacant au Parti québécois, par contre. OK. Écoute, moi, je me mets ça dans la poche, puis on va certainement réaccueillir les chefs de parti ici en studio. Puis je vais avoir cette question-là de près. Avec plaisir. On va faire un petit tour rapide aussi sur ce qui se passe du côté économique. C'est presque l'ensemble des fonctionnaires qui risquent de se mettre en grève là, d'ici peu. On jasait ensemble, tu disais que c'était du jamais vu depuis très longtemps. Mm-hmm. Oui, en fait, tu vois, c'est drôle, hein, on en parle assez peu parce que le débat public est, comment je te dirais, est peut-être monopolisé par d'autres enjeux qui sont pas si importants, pour pas dire ridicules. Dans certains cas, là, on parlait des toilettes mixtes il n'y a pas très longtemps. Mais tu vois, ceci, pour moi, c'est vital parce que là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'employés qui sont fonctionnaires, dont les jobs les plus importantes dans nos sociétés, à mon avis, notamment les profs, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. Et là, il y a une possibilité, pour ne pas dire une probabilité, Pascal, que ces gens-là aillent en grève avant longtemps avec toutes les perturbations que ça puisse créer. Évidemment, pour ceux qui s'inquiètent, faites-vous-en pas trop parce qu'il existe quand même une loi sur les services essentiels qui fait en sorte que certaines professions ou fonctions qui ne peuvent pas adopter justement la grève parce que sinon on serait drôlement dans le trou, par exemple les policiers, les hôpitaux et autres. Mais pour le reste, oui, il risque d'avoir une grève. Puis les perturbations, évidemment, sont toujours assez importantes parce que c'est presque l'ensemble de l'État québécois qui serait paralysé de ce fait-là. Qu'est-ce qui nous part au bout du nez dans ce que tu vois? Tu sais, là, la SAQ, on sait c'est quoi quand ça fonctionne pas, mais là, en grève, qu'est-ce qui nous attend? Écoute, si tous les profs du réseau québécois se mettent en grève, les garderies, qu'est-ce qui se passe? La santé, les enseignants, ça jase. Les hôpitaux, c'est un peu différent parce que souvent, c'est protégé par la loi sur les services essentiels, mais tu me demandais de manière très concrète, ça change quoi? Mais si vous avez 3 morveux à l'école primaire, puis du jour au lendemain, l'école est suspendue, les envoyez où? Oui, non, puis tu parles de la santé, mais il y a quand même eu des infirmières du côté de Montréal qui ont décidé infirmières qui ont décidé de se parler, tu sais, en début d'année, si je me trompe pas, puis d'avoir paralysé un étage en disant, nous, on rentre pas travailler, on peut pas, on est trop fatigués. Oui, mais ça, tu vois, ça, par contre, c'est tout à fait illégal. Là, oui, absolument. Mais il y en a qui essaient. Mais il y en a qui le font pareil. Ben oui, puis ça, pour les profs, ça jase beaucoup en ce moment, puis en dessous de la couverte, là, puis même qu'il y a eu des rencontres importantes là, entre les enseignants, puis ils étaient en division sur certaines idées. Exemple, si on tombe en grève maintenant, tout ce qui est comité fun pour les enfants, Noël, Saint-Valentin, l'Halloween, etc., etc., est-ce qu'on continue de travailler là-dessus pour quand on va revenir à être en mesure d'offrir du plaisir aux enfants? Puis il y a des enseignants qui étaient comme non, parce que si on fait ça, si on continue de travailler en dessous de la couverture, mais en disant qu'on est en grève, ça va être comme d'habitude. Puis là, ils sont vraiment très sérieux dans le fait de se tenir. Là. Si on part en grève du côté de l'enseignement, ça risque d'être un petit peu plus intense que ce qu'on a vu auparavant. Là. Ben oui, puis moi, tu sais quoi, là, c'est une opinion, évidemment, on peut être d'accord ou non, mais moi, je les appuie absolument, là, parce que là, ce qui est demandé au final, là, Pascal, là, ce sont des augmentations qui permettraient au mieux là, aux syndiqués, aux fonctionnaires, de conserver leur pouvoir d'achat. Parce qu'on sait que l'inflation est très élevée depuis quelques années. Ça commence à ralentir, mais les taux sont quand même ultra élevés, ce qui fait que quand on parle de pouvoir d'achat, on ne parle pas nécessairement d'aller faire un voyage ou de s'acheter un nouveau char. On parle de faire l'épicerie, on parle de payer son loyer, on parle bref de besoins qui sont essentiels. Et de ce fait-là,
c'est pas une augmentation comme telle qu'offre l'État, c'est plutôt une mise à niveau côté pouvoir d'achat. Oui. Et ce qui est assez fantastique, c'est que le gouvernement Legault, rappelle-toi, a offert, en passant par l'Assemblée nationale, une augmentation de 30 000 $ à chaque député. Et il est allé faire ça en juin dernier, alors qu'il savait très bien qu'il allait avoir des négos avec la fonction publique. Donc, qu'est-ce que disent, tu penses, les syndicats de la fonction en question? Ben, ils disent, ben là, c'est donc, j'en aviez de l'argent pour vous voter. 30 000 $, là, c'est un gros pourcentage sur un salaire de député. Vous aviez de l'argent pour ça. Le gouvernement Legault a payé 8 milliards, Pascal, pour acheter la dernière élection par l'entremise de 2 chèques. Là. Rappelle-toi de ça, 8 milliards. Puis quand j'ai acheté l'élection, je ne fais pas des farces. J'ai dit, si vous votez pour nous, on vous donne 500 $. Ça, dans plusieurs pays plus ou moins recommandables, là, c'est illégal, c'est inconstitutionnel de faire ça, parce qu'on appelle ça justement acheter l'élection. Ce que tu veux dire, c'est qu'on avait offert ce nouveau montant-là en disant, nous, on vous promet une aide inflationniste avec le 500 $ par famille. Puis toi, tu le vois comme, ben là, c'est très opportuniste dans la campagne électorale. En plus, il dit, c'est un bouclier anti-inflation. Peux-tu arrêter de me faire rire? Là? N'importe quel économiste là, minimalement sérieux va te dire ceci. Quand il y a une inflation, il ne faut pas que l'État rajoute l'argent dans l'économie. C'est comme rajouter une bûche dans le poêle qui surchauffe. Mais surtout, un 500, ça n'a pas beaucoup d'impact, on s'entend, mais ça a un impact sur l'enveloppe globale gouvernementale là, pour peut-être pallier à cette inflation pour les enseignants, entre autres. Non, évidemment. Puis en plus, ils l'ont fait à des gens qui faisaient même jusqu'à 100 000 par année. Or, c'est un gars qui fait 100 000 avait besoin de ces 500 $-là. Et d'autres personnes qui vivent beaucoup plus difficilement, ben pour eux, puis moi je ne les blâme pas pour elles, le 500 $, c'est important. Mais tout ça pour te dire, il y a eu 8 milliards là. On avait promis un troisième lien, tu le sais mieux que moi, qui avoisinait les 10 milliards. Une usine à batterie, quelques milliards. De l'argent, là, c'est drôle, il y en a tout le temps par magie pour tout le monde, sauf pour ceux et celles qui jouent un rôle absolument fondamental. Puis je suis pas en train de dire que les députés ne le font pas, mais pour moi, une infirmière ou un prof, franchement, offre un service à la population qui est autant d'important. Bon, mais ça répondait à ma dernière question. Est-ce qu'on avait l'argent? Est-ce qu'on a l'argent aussi pour ça? Puis ça dépend toujours du choix qu'on fait du côté gouvernemental. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été dans l'RCV en ce lundi matin, 10h30. C'est un plaisir de t'avoir jasé. C'est moi qui te remercie beaucoup, Pascal Cévic, et à bientôt. À bientôt, à lundi prochain. Boulevard 102.1